Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire autour de la vaccination. Dans le contexte de triple épidémie Covid-19, grippe et bronchiolite qui frappe notre belle région, l'ARS Hauts-de-France a décidé de missionner la FEMAS pour organiser ce webinaire et vous apporter de l'information et de l'expertise. C'est donc le docteur Vincent Hulin et le docteur Thomas Huleux qui vont intervenir et répondre à toutes vos questions. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler et aussi à nous les envoyer par écrit. Je cède maintenant immédiatement la parole au docteur Hulin. Sylvain, bonjour et bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais remercier la Fédération des maisons de santé des Hauts-de-France pour l'organisation de ce webinaire à la demande de l'Agence régionale des Hauts-de-France, étant donné les 3 épidémies, voire on pourrait presque dire les 4 épidémies qui sévissent actuellement dans la région et pour lesquelles il est très important de resensibiliser les professionnels de santé, notamment à la vaccination pour le Covid et la grippe. Alors, si on commence, on va commencer donc avec cette première slide. À la suivante. Donc, on parle de triple épidémie, mais on pourrait presque dire quadruple épidémie, puisque il y a l'épidémie de gastro-entérite qui commence à sévir aussi dans notre région. En ce qui concerne la bronchiolite, il n'y a pas de vaccin pour le moment. Et cette épidémie, elle persiste, elle est déjà là depuis le mois d'octobre. Hein. Elle est persistante et toujours en augmentation. Si vous le voyez sur le schéma, avec la courbe en rouge, on voit déjà vraiment une épidémie qui est très importante et qui est relativement précoce. Donc, statistiquement, en gros, presque la moitié des hospitalisations en Hauts-de-France chez les moins de 2 ans concernent la bronchiolite. Voilà, si on peut passer à la slide suivante. Cette bronchiolite qui est persistante et toujours en augmentation, elle est en général bénigne. Dans 95% des cas, il n'y a pas besoin d'hospitaliser le nourrisson. En général, elle est donc prise en charge par le médecin traitant, qui pourra prescrire éventuellement de la kiné respiratoire. Ne pas oublier aussi, en ce qui concerne les gestes barrières, c'est que la bronchiolite peut aussi toucher les personnes âgées. Alors, on va se faire très attention aux nourrissons, aux bébés de moins de 6 semaines, à ceux qui sont porteurs d'une maladie respiratoire, d'une cardiopathie ou d'un déficit immunitaire. Et puis, là aussi, plus à risque, les anciens prématurés de moins de 3 mois. Les critères de gravité sont les vomissements systématiques, un nourrisson qui s'alimente beaucoup moins bien et qui boit moins de la moitié de ses 3 derniers repas, qui dort de façon permanente ou qui pleure de façon inhabituelle. Pour informer les parents, il y a sur le site de l'Agence régionale santé un espace bronchiolite, comment protéger son enfant. Alors, une question avant de passer à la slide suivante, c'est sur l'intérêt et sur le remboursement des actes de kinésithérapie dans le cadre de la bronchiolite. Alors, même si la Haute Autorité de Santé ne recommande plus la kinésithérapie respiratoire chez les moins de 12 mois, le remboursement de la kinésie respiratoire, si on ne précise pas que c'est une bronchiolite, reste bien sûr remboursé sur prescription médicale. Et elle offre tout de même un intérêt chez les nourrissons à risque et qui ont besoin d'un suivi régulier et qui nécessitent aussi une bonne information des parents. Slide suivante, c'est une slide qui concerne la nouvelle vague de Covid-19. On en est à la 9e vague.
avec un taux de positivité et un taux d'incidence qui sont en hausse dans la région des Hauts-de-France, et surtout une dose de rappel automnal qui peine à décoller, avec très peu de résidents en EHPAD qui ont reçu leur dose de rappel automnal. Je rappelle qu'on ne parle plus de quatrième, cinquième, sixième dose, mais on parle de rappel automnal. Celui-ci, pour les personnes en EHPAD, doit être fait dans les 3 mois qui suivent soit la dernière injection, soit la dernière infection. C'est la même chose pour les personnes de plus de 80 ans et les personnes qui ont un risque important de comorbidité. Pour les autres, c'est 6 mois après le dernier rappel. Actuellement, on a le variant BQ1 qui commence à prendre le dessus sur le BA5 Omicron. Pour le moment, il a un taux de croissance qui est 11% supérieur au BA5 Omicron, et donc il sera bientôt quasiment majoritaire dans la région. Voilà, je vois qu'il y a une nouvelle question qui apparaît sur l'efficacité du vaccin bivalent sur ce nouveau variant, et je vais laisser le docteur Thomas Huleux répondre à cette question. Forcément, on n'a pas la réponse exacte aujourd'hui. Il faut attendre toujours un petit peu pour vérifier si on a besoin d'un peu de temps à chaque nouvelle vague, enfin à chaque nouveau variant, pardon, qui correspond à une nouvelle vague, pour savoir si pour savoir si il est plus grave ou moins grave. 2, pour savoir si le vaccin est complètement déconnecté du variant ou pas. Mais encore une fois, je répète, aujourd'hui, à chaque fois qu'on a eu un nouveau variant, et vous avez bien vu qu'il y a eu quand même quelques-uns qui ont circulé, le rappel vaccinal, même quand il n'était pas bivalent, était efficace, peut-être sur du court terme pour les personnes très fragiles, 3 à 6 mois, mais en tout cas, il était efficace à chaque fois. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça changerait de nouveau. Enfin, il faudrait vraiment un peu qu'il soit complètement déconnecté, mais ça, on le saura. Par exemple, vous savez, pour la grippe, les pandémies grippales qui ont lieu à peu près tous les 20 ans à peu près, globalement, c'est parce qu'il y a un moment donné, le virus de la grippe a tellement changé que le vaccin doit être adapté en temps réel. Là, c'est ce qu'on pourrait redouter avec le vaccin, avec le Covid, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Puis c'est peut-être un peu tôt aussi, faut que ça arrive. Donc voilà, on n'a pas de données d'efficacité en temps réel aujourd'hui. On l'aura dans 2 mois, 3 mois, mais il ne faut pas attendre 2 ou 3 mois pour pouvoir vacciner, parce que ce sera trop tard de toute façon. Alors, voilà, merci Thomas. Nous allons passer à la slide suivante qui concerne la grippe. La grippe n'est plus en phase pré-épidémique, on est quasiment en phase épidémique, on est en rouge dans les Hauts-de-France. Et on a surtout, ce qui est très intéressant sur le graphique ici à gauche, c'est cette courbe en rouge qui nous montre une épidémie incroyablement précoce par rapport aux autres années. L'année dernière, il n'y avait pas eu très peu de grippe, grâce sûrement aux gestes barrières qui étaient extrêmement bien respectés. Et puis, on le voit, il est déjà arrivé que la grippe n'arrive qu'au mois de février, voire au mois de mars, et même au mois d'avril. Et là, on a une grippe qui est extrêmement précoce. Et bien sûr, avec cette précocité, des chiffres de vaccination qui sont très insuffisants. Moins d'une personne sur 2 était vaccinée depuis le début de la campagne, avec un objectif qui est de 75% pour l'OMS. Alors, pourquoi c'est si précoce ? Eh bien, écoutez, on va laisser répondre le docteur Thomas Huleux à cette précocité de l'épidémie dans les Hauts-de-France. Ça change tous les ans. Elle n'est pas précoce parce qu'elle est virulente. En fait, elle dépend des facteurs environnementaux. Vous savez, on en revient sur le One Health, mais il n'y a rien qui est fait tout seul et indépendamment de la température, des animaux qui transportent la grippe, etc., etc. Et donc voilà. Et on savait,
C'est juste que la communication n'a pas été peut-être suffisante. On savait qu'elle arriverait tôt, parce qu'en fait, dans l'hémisphère sud, elle avait commencé très tôt. Voilà, Donc, on savait très bien que dans l'hémisphère nord, ça allait arriver très tôt. D'où le fait que peut-être que la campagne, on aurait dû à fond y assister, etc. D'où le fait aussi qu'il y a une idée reçue souvent de dire ne faites pas trop vite votre vaccin grippe, comme ça il durera plus longtemps pour l'hiver. Faux. Voilà, c'est clairement, enfin, il y a des petites études qui montrent que les anticorps diminuent, mais c'est pas pour autant que l'efficacité vaccinale diminue. Et donc, l'idée, c'est faut pas perdre de temps, il faut y aller, il faut commencer. Normalement, les personnes les plus à risque, les plus fragiles et les professionnels de santé sont les premiers à être vaccinés d'emblée entre octobre et novembre. Thomas, merci. Nous allons passer à la slide suivante, qui est la dernière, sur les bénéfices collatéraux de la vaccination antigrippale. Alors, en dehors du fait que les vaccins protègent bien sûr contre la grippe elle-même et puis les décès liés à la grippe, il y a des bénéfices à la vaccination que l'on va citer, notamment le fait de prévenir les complications liées aux infections à pneumocoque. Quand il y a une infection à pneumocoque, on a bien souvent un patient qui va être hospitalisé. Et vous le voyez aussi, c'est un traitement par l'amoxicilline. Sachant qu'actuellement, il y a une pénurie d'amoxicilline, c'est peut-être c'est sûrement une raison supplémentaire pour vacciner les patients et éviter de devoir recourir à une antibiothérapie. Ce que l'on sait aussi concernant les bénéfices collatéraux de la vaccination antigrippale, c'est que les gens vaccinés font moins de fractures du col du fémur, en fait, parce que tout simplement, ils font moins de chutes. Encore un autre bénéfice lié à la vaccination, c'est que la grippe, c'est comme le Covid, hein, ce sont des pathologies qui sont très hétérogènes et le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire chez les patients coronariens est fortement diminué s'ils sont vaccinés. Plus récemment aussi, on avait une étude qui montrait que le risque de maladie thromboembolique veineuse était diminué chez les patients vaccinés. Donc, vous l'avez bien compris, hein, l'objectif de ce webinaire, c'était de sensibiliser l'ensemble des professionnels de santé des Hauts-de-France à l'urgence à vacciner, aussi bien sûr contre le Covid et la grippe, mais on pourrait même aussi rajouter le pneumocoque qui est insuffisamment prescrit chez les personnes âgées. Et je vais donc laisser la parole à Sylvain pour conclure ce webinaire. Voilà, merci à tous et au revoir. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Toutes vos questions ont été récoltées. On apportera une réponse dans les plus brefs délais. Merci bien sûr au docteur Vincent Hulin et au docteur Thomas Huleux pour leur animation et leur expertise en infectiologie à propos de la vaccination. Bien sûr, vaccinez-vous et vaccinez vos patients et n'hésitez pas à partager le plus largement possible ce webinaire.